Très bien. Écoutez, je vous remercie. Nous vous remercions au nom de Espace Mars, de la Fondation Gabriel Péry, du mouvement FAL 33, mais je vais chercher le vent se lève. Voilà. Donc, ceci dit, je voudrais remercier aussi l'Université de Bordeaux de nous avoir permis de tenir cette initiative dans ces lieux, ce qui est une bonne chose. Et je vais tout de suite passer la parole à Sébastien Laborde, qui va nous donner quelques éléments de présentation. Si, bonjour à toutes et à tous. Je vais à mon tour remercier chaleureusement les organisateurs de cette rencontre, la Fondation de Bibliothèque et Espace Smart, mais aussi effectivement les lanceurs de France Amérique latine, d'avoir accepté de participer aux deux conférences table ronde que nous allons tenir cet après-midi sur les mutations de l'impérialisme américain, états-unien, pour être plus précis, et les conséquences en France, dans le monde, de ces mutations que l'on voit à l'œuvre depuis quelques mois. Je veux d'emblée vous remercier aussi d'avoir été présent au rassemblement que nous avons organisé rapidement juste avant, en solidarité avec le peuple cubain, qui aujourd'hui subit un blocus encore renforcé. On est sans doute face à une crise humanitaire très importante et peu de pays dans le monde manifestent leur solidarité. La présidente mexicaine l'a fait aujourd'hui, hier, en envoyant un cargo. On attendrait de la France et du président de la République qui manifeste aussi évidemment la solidarité. La solidarité internationale, c'est évidemment fait partie de l'ADN des communistes. C'est très important pour nous. Ce genre de rencontre est évidemment très important, tout comme les rassemblements et les manifestations que nous pouvons organiser, auxquelles nous participons tout au long de l'année en direction de peuples qui subissent cet impérialisme, mais c'est aussi cet impérialisme et des manifestations quotidiennes, concrètes, dans les territoires. Nous avons organisé l'année dernière une collecte de médicaments pour Cuba, par exemple. C'est aussi les mairies à direction communiste qui nouent des coopérations avec des villages, que ce soit en Palestine ou y compris en Amérique du Sud. Et puis, les élus interviennent régulièrement. Je crois que toutes les associations de solidarité ne pourraient pas mener le travail qu'elles-mêmes si elles n'avaient pas l'accompagnement au moins des collectivités, que ce soit la région, le département, ou les villes de notre département. Et là encore, nous sommes à l'écoute très régulièrement des demandes et des projets que montent ces associations, comme par exemple France Amérique latine, Cuba Vida, Bordeaux Cienfuegos, Palestine 33. Je ne vais pas toutes les citer parce que je vais en oublier, mais en général, ça fait des soucis pendant quelques mois quand je lis une association. Voilà. Pour tout vous dire, Charlotte Balavoine est perdue entre Agen et Bordeaux, son train a été stoppé entre Marmande et La Réole. Donc, dans un bus, elle ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va arriver. Donc, c'est ce qui nous a poussé à un peu modifier l'organisation de l'après-midi. La première table ronde se tiendra donc avec Maurice Lemoine, que je remercie d'être présent, qui est journaliste, qui participe, qui est ancien journaliste du monde diplomatique, qui participe à un site dont j'ai oublié le nom. Mémoire d'élite. Mémoire d'élite, pardon. Merci de ta présence. Leïla Moussavian, qui est membre du Conseil national du Parti communiste français et au secteur international de notre parti pour la première table ronde et dans la deuxième table ronde. Donc, Dominique Peloux, que je ne présente pas, qui est Espace Mars, évidemment. Gloria Vergès pour France Amérique latine et Vincent Ortiz pour Éventuel, donc pour intégrer la seconde table. Voilà, je vous remercie à toutes et tous, je vous souhaite donc une bonne après-midi et sans attendre, je donne la parole à Maurice pour la première partie de ces rencontres. Alors, vous m'entendez? Ouais. Moi, je m'entends pas. Bonjour à tous.
C'est moi qui commence. Ouais. D'accord. Écoutez, je vais commencer par deux citations qui ont été tenues à 120 ans de distance. La première, c'est un président des États-Unis qui s'appelle Theodore Roosevelt, 1901-1909, qui est, comme tout le monde, le prix Nobel de la paix. Donc, septembre 1901, nous sommes convaincus que l'Amérique du Sud sera notre terrain d'expansion. Il est inconcevable de continuer à tolérer que des peuples aussi indolents, réfractaires au progrès et incapables de se gouverner que les Latins d'Amérique centrale et du Sud occupent des terres aussi fertiles, aussi riches et aussi productives que celles du continent sud-américain. La destinée manifeste de cette nation, les États-Unis, est de posséder l'ensemble de l'hémisphère occidental. Ça, c'est 1901. Décembre de 2025, Donald Trump, presque prix Nobel de la paix. Le Venezuela est entièrement encerclé par la plus grande armada jamais rassemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Celle-ci ne fera que croître et le choc pour eux sera sans précédent jusqu'à ce qu'ils restituent aux États-Unis tout le pétrole, les terres et autres actifs qu'ils nous ont volés par le passé. En 20 ans de différence, si vous en trouvez une, vous me faites signe. Alors, l'idée de départ, c'est de vous parler un tout petit peu de la doctrine de Monroe. Vous connaissez tous les plus anciens, 1823, 2 décembre 1823, Monroe, président des États-Unis, qui, à l'origine, pose le principe de non-recolonisation de l'Amérique par les Européens, qui viennent d'être chassés par les libertadores, par les indépendances de tous ces pays, et qui donc signifie, à l'égard des Européens, ne touchez pas aux Amériques, et puis très très vite, ça va se transformer par l'Amérique aux Américains, et en réalité l'Amérique aux Américains du Nord. Puisque, et je l'avais très très vite, personne ne prend de note, je peux foncer. Donc 1823, doctrine de Monroe, 1824, intervention militaire à Porto Rico, 1831 en Argentine, 1845-47 au Mexique, 1857 Nicaragua, 1860 Panama et encore Nicaragua, 1847 Chili, Bolivie, 1848 la guerre contre le Mexique permet aux États-Unis d'annexer 2 millions de kilomètres carrés de territoire mexicain. 2 février 48, le traité de paix Guadalupe Hidalgo, par lequel le Mexique est obligé de céder, outre le Texas, la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique. Les États-Unis versent généreusement 15 millions de dollars au Mexique pour tout ça. Et vous avez en 1845 apparaît la notion de destinée manifeste. On en parlait il y a 2 minutes, dans un article d'un journaliste qui s'appelle John O'Sullivan et qui justifie la nécessité de démontrer que les États-Unis sont un peuple élu de Dieu. Donc 1845, et on arrive à un élément qui va nous rapprocher de Donald Trump, qui est le corollaire de Roosevelt qui est ajouté à la doctrine de Monroe. Alors ça, ce sera le corollaire de Trump, Gloria Berges qui vous en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de la journée. C'est partager le boulot. Mais Theodore Roosevelt, donc président des États-Unis, en 1904, il ajoute son célèbre corollaire qui confère aux États-Unis un droit d'intervention en Amérique latine. Et il est formulé dans 2 textes qui sont demeurés dans l'histoire. Le premier, il est prononcé à Chicago le 2 avril 1903. Et le deuxième, c'est au Congrès américain en décembre 1904. Donc, je vais vous en lire 2 petits extraits. Discours de Chicago. Il y a un vieil adage qui dit « Parlez doucement et portez un gros bâton ». Vous irez loin. Eh bien, si la nation américaine sait parler doucement et cependant construire et maintenir prête une marine puissante, la doctrine de Monroe ira loin. La marine puissante, vous le savez, elle est en ce moment face aux côtes de la République bolivarienne du Venezuela. Ça, c'était 1903. 1904, message au Congrès américain. Si une nation montre qu'elle sait agir de manière raisonnable et décente, si elle maintient l'ordre et remplit ses obligations, elle n'a pas à craindre d'intervention de la part des États-Unis. Mais
des défaillances répétées et une carence du pouvoir se traduisant par un relâchement général de liens de la société civilisée peuvent, en Amérique comme ailleurs, nécessiter en dernière ressource l'intervention de quelques nations civilisées et, dans l'hémisphère occidental, l'adhésion des États-Unis à la doctrine de Monroe peut les pousser, dans de tels cas flagrants de manquement ou d'impéritie, à exercer, bien qu'à contre-cœur, un pouvoir de police international. C'est du Trump, hein? C'est du Trump. Après, vous allez, alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, évidemment, des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. Vous en connaissez une partie. Vous allez avoir la doctrine Truman, qui sera formulée en mars 47, qui, elle, énonce le principe qui va fournir le point de départ de l'évolution ultérieure. Hein, donc, on est en 47. La sécurité des États-Unis est en jeu partout où le communisme menace de s'imposer à des pays libres, soit directement par des pressions, soit indirectement en soutenant des minorités armées. Et là, on entre dans le concept de sécurité nationale. Là, pour le coup, on entre dans des périodes que vous connaissez avec les coups d'État au Chili, en Argentine, en Bolivie, au Pérou dans les années 70. Il y a un secrétaire d'État d'Eisenhower, donc on est juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle John Foster Dulles, qui est le père du concept stratégique de rollback en anglais, c'est-à-dire le refoulement. Et le refoulement, on le retrouve dans la nouvelle stratégie de Donald Trump, dont Gloria vous parlera tout à l'heure. Hein, et le refoulement, c'est la Chine, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. À l'époque de Dulles, c'était le communisme en général. Chez Trump, c'est la Chine. Et puis, vous allez voir donc la doctrine de sécurité nationale. Et il est évidemment, il va de soi que cette notion qui est ostensiblement mise en avant de sécurité nationale, elle n'est pas l'unique préoccupation des États-Unis. Hein. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à travers les milieux d'affaires, les États-Unis sont convaincus que leur développement économique requiert le libre accès aux marchés mondiaux et aux ressources naturelles. Et là encore, je vous parle des années 60-70, on est encore dans la doctrine de Trump. Alors, il va y avoir quelques évolutions dans cette doctrine de Monroe, où on aura à certains moments du hard power, vous parlez tous anglais, j'imagine. Ceux qui ne parlent pas anglais, levez la main. Et à certains moments du soft power. C'est-à-dire que ça ne se manifeste pas toujours de la même manière. En ce moment, c'est particulièrement brutal. Il y a des périodes où c'est plus. Je veux dire que c'est cool. C'est un peu plus cool. Il y a par exemple la période 60, John Kennedy, à un moment où il y a des vagues de mouvements populaires, à un moment où vient d'avoir lieu la révolution cubaine, à un moment où les États-Unis se rendent compte que s'il n'y a pas des réformes dans les pays d'Amérique latine, ça va mal tourner, ils vont perdre le contrôle. Et donc en 1961, John Kennedy crée l'Alliance pour le progrès, c'est-à-dire une période dans laquelle on considère qu'il faut aider au développement des pays d'Amérique latine, et en particulier au moment de la création de l'Alliance pour le progrès, il y a la création d'une agence internationale de développement des États-Unis, l'USAID, qui vient d'être supprimée par Donald Trump. Vous savez, bon, donc c'est de la coopération internationale théoriquement destinée à aider les pays latino-américains à sortir du sous-développement, et qui va elle aussi avoir deux aspects, deux versants. Alors il y a un premier versant qui a créé l'émotion lorsque Donald Trump tout récemment a supprimé l'USAID avec l'aide de son éphémère copain Elon Musk. C'est l'aide au développement, c'est l'intervention sur les grandes pandémies, c'est l'intervention en domaine de la santé, de l'éducation. Mais il va y avoir aussi, au sein de l'USAID, un versant beaucoup plus obscur, beaucoup plus inquiétant, c'est-à-dire qu'en fait, les subventions à tout un appareil d'opposition au gouvernement de gauche. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, la création de la New Endowment for Democracy, la nouvelle fondation pour la démocratie. La nouvelle fondation pour la démocratie, ça naît à un moment où il y a un scandale lié à l'action de la CIA en Amérique latine. La CIA est intervenue, bon, vous vous en souvenez, au moment du coup d'État contre Salvador Allende au Chili.
Elle intervenait un peu partout. Dans les années 80, elle intervient en Amérique centrale, dans le cadre des conflits armés, et on découvre, par exemple, que dans le conflit qui a déchiré le Nicaragua, la CIA a servi à financer ce qu'on appelait la Contra, la contre-révolution, avec l'argent de la drogue du cartel de Medellín. Enfin, il y a tout un scandale. Et donc, il faut faire en sorte que la CIA disparaisse un petit peu du panorama. Et on va créer un organisme qui s'appelle la Nouvelle Fondation pour la démocratie. Et donc elle est fondée par Ronald Reagan. Qui c'est qui arrive? J'entends des rires dans la salle. Donc, j'insiste quand même, Nouvelle Fondation pour la démocratie. Mais en fait, le premier président on appelle ça la NED, le premier président de la NED avoue le 1er juin 86 dans le New York Times, j'ouvre les guillemets, il serait terrible pour les groupes démocratiques du monde entier d'être vus comme subventionnés par la CIA. C'est parce que nous n'avons pas pu continuer à le faire que la fondation a été créée. Et puis vous avez le co-rédacteur des statuts de la NED, qui s'appelle Allen Weinstein, qui dans le Washington Post, le 22 septembre 1991, dit « La NED a été créée il y a 15 ans pour réaliser publiquement ce que la CIA a fait subrepticement durant des décennies. » La NED, elle est toujours en activité, indépendamment du fait que l'USAID a été paralysé partiellement par Donald Trump. Et évidemment, elle continue le même travail. La NED, elle va financer un tas d'organismes, d'organisations, d'ONG, qui, sous couvert de développement, bien souvent, vont en réalité être des organisations d'opposition. Et sans rentrer dans le détail, on n'aura pas le temps, la NED, souvent, et l'USAID ont financé des organisations locales dites de défense des droits de l'homme, des droits humains. Le problème, c'est que ces organisations, souvent, c'est des organisations d'opposition, mais que ce sont elles qui servent de matière première à des grandes organisations respectées et respectables parfois de la défense des droits humains, qui sont Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH, de sorte que, bien souvent, ce que vous annoncent les grandes organisations dans lesquelles nous avons confiance en général, vient souvent d'organisations d'opposition qui sont directement financées par les États-Unis, ou même éventuellement par l'Union européenne, parce que les États-Unis ne sont pas seuls à pratiquer l'impérialisme en Amérique latine. On parlera de l'Europe comme un sous-impérialisme. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Je vais vous donner 2-3 chiffres comme ça que j'ai récupérés dans mes notes avant de venir. Entre 2010 et 2020, l'USAID avait prévu de transférer à la droite nicaraguayenne la somme assez faramineuse quand même de 68 millions de dollars, pardon. 68 millions de dollars en disant, pour l'aider à discréditer le gouvernement sandiniste en interne et à l'étranger, pour former des nouveaux leaders, pour créer une masse critique d'opposants. Et 2 ans avant le soulèvement qu'on nous a souvent présenté comme spontané au Nicaragua pour renverser Daniel Ortega, l'USAID a rajouté 8 millions de dollars. Ce qui fait qu'avant les événements de 2018 au Nicaragua, l'opposition avait touché 76 millions de dollars pour préparer un mouvement qui a été décrit par les médias comme un mouvement de soulèvement populaire et qui en réalité ne l'était pas du tout. Et je pourrais vous reprendre, alors, des chiffres, il y en a plein à Cuba, donc Gloria, je parlerai cet après-midi, je pense. Enfin, on est déjà cet après-midi. Oui. On est déjà cet après-midi. Mais je prends des chiffres comme ça très très vite, hein, on pourrait faire une matinée ou une journée avec ça. 2023, l'USAID a dédié 9 500 000 dollars pour des programmes sur Cuba. 2024, 2 900 000 dollars. La NED, 6 172 000 dollars. Si je prends le Venezuela, entre 2004 et 2006, c'est 15 millions de dollars à 300 ONG. Ça, c'est c'est la doctrine de Monroe, mais on ne voit pas. Ce n'est pas les coups d'État des années 80 où vous avez Pinochet qui prend le pouvoir, vous avez l'armée dans la rue, c'est visible. Là, ce n'est pas visible. Ça se fait doucement, ça se fait en douceur. Et vous avez un responsable états-unien, Colin Powell, vous connaissez, secrétaire d'État, donc qui en octobre 2001 dit
Aussi sûrement que nos diplomates et nos militaires, les ONG américaines sont dehors en train de servir et de se sacrifier sur le front de la liberté. J'entends sérieusement m'assurer que nous avons les meilleures relations avec les ONG qui sont une force multiplicatrice pour nous, une partie si importante de notre équipe de combat. Et puis ensuite, je veux dire, on va arriver sur la période contemporaine, et je vais m'arrêter là pour cette première partie, où vous avez premier mandat de Donald Trump, où le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, qui s'appelle John Bolton, vous vous souvenez, donne sur CNN son analyse de la situation au Venezuela. Dans cette administration, nous n'avons pas peur d'utiliser le mot doctrine de Monroe. C'est déjà dans le premier mandat de Trump, c'est expliqué. À quoi sert aujourd'hui, à l'heure où nous parlons de la doctrine de Monroe? Il y a eu, pendant le mandat de Joe Biden, et puis Trump, entre Trump Ier et Trump II, avec Joe Biden, et vous avez à l'époque la chef du commandement sud de l'armée des États-Unis, qui s'appelle Laura Richardson, qui explique lors d'une conversation avec un groupe de réflexion du Conseil de l'Atlantique pourquoi Washington se soucie vraiment de l'Amérique latine, j'ouvre les guillemets, avec toutes ces richesses en ressources et en éléments de terres rares. Vous avez le triangle du lithium, nécessaire à la technologie d'aujourd'hui. 60% du lithium mondial se trouve dans le triangle de lithium, Argentine, Bolivie, Chili. Nous avons les plus grosses réserves de pétrole au Venezuela et au Guyana. Vous avez les ressources du Venezuela avec du pétrole, du cuivre, de l'or. Vous avez l'Amazonie, le poumon du monde. Vous avez 31% de l'eau douce du monde dans cette région. Cela a beaucoup à voir avec la sécurité nationale et nous devons commencer notre match. Pas Donald Trump, c'est sous Joe Biden. Voilà, en gros, je termine sur juste, je mort un petit peu sur Gloria. Non, là je parlais de l'Amérique latine, 5 janvier 2026, CNN, Stephen Miller, qui est le sous-secrétaire d'État à la Maison-Blanche, donc là c'est maintenant, à l'heure où nous parlons, il parle du Groenland, c'est une sorte de l'Amérique latine, pour les guillemets. On peut parler de subtilité internationale et tout le tralala, mais on vit dans le monde réel, régi par la force, la violence et le pouvoir. Et ça continue tout à l'heure avec Lauriane. De réagir. On va faire circuler quand même la parole, les questions. Voilà, là, premier rang. Moi, j'avais aussi des questions. On peut passer. Donc, le point de vue marche là aussi. Pour revenir à certaines grandes questions, vous venez d'être très rapide. D'abord, pourquoi on parle des Américains comme on dit de cette demande des Cachemiriens? J'ai remarqué ça, j'ai vu ça, je ne m'arrêtais pas, il n'y a pas longtemps ici à Bordeaux. Et après, je crois que justement, je raconté que c'est Cachemiriens. Ils parlent des Américains parce que c'est des gens. Avec une scène latine. Alors, l'intervention des États-Unis, c'est vu comme les mondes, plus souvent à mourir. Vous connaissez qu'on fait une mission toutes les semaines sur l'actualité de l'Amérique latine anglophone avec eux. Donc, on est au courant du. Je suis désolé. Excusez-moi, je peux rentrer à la maison. Bon, et non, pour finir, donc, je ne vais pas trop passer. Quand j'ai suivi certaines interventions hier soir, seulement assemblée, sur la ministre de la Justice, Attorney Bondi, c'est incroyable. C'est beaucoup de monde corrompu. J'entendais parler de Trump comme un escroc et un Macron. Voilà, je m'arrête là. Merci.
Et quelqu'un souhaite intervenir? Sinon, je vais passer à Des questions? alors, moi, je voudrais quand même revenir à un petit point par rapport à ce que Maurice Lemoine nous disait au début. Ça veut dire ces deux, en effet, ce peuple élu, et si on traverse des dominations, à travers les gens que les États-Unis d'Amérique ont fait subir sur l'ensemble des peuples, déjà, dans ce périmètre qui comprend les États-Unis, à savoir les Indiens. À partir du début, la violence, la domination, la répression, fait partie, effectivement, est à l'œuvre. Et je dirais cette vision messianique ne va pas se limiter à leurs voisins, leur proximité, en l'occurrence les peuples d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. On va voir les États-Unis très rapidement. Je pense qu'il y a un temps dans l'histoire, je ne suis pas historienne, mais je considère qu'il y a un temps très important dans l'histoire qui joue toujours dans notre histoire contemporaine de ce jour, c'est la Première Guerre mondiale. Et la fin de cette Première Guerre mondiale, qui va complètement rabattre les cartes. Et les États-Unis d'Amérique, qui, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire ces deux guerres, vont leur profiter et ils vont obtenir à l'échelle internationale et mondiale cette place. Donc, je pense qu'il faut lier aujourd'hui, cette rencontre est consacrée à l'Amérique latine et ce qui se passe. Mais ce qui se passe dans, je dirais, le Golfe Persique, ce qui se passe en Israël, à l'aide à l'Israël par rapport à la Palestine, ce qui se passe dans le Proche et Moyen-Orient, s'inscrit absolument exactement dans la même logique. La logique de domination, en partant de ce qui est aujourd'hui avec Donald Trump la grande différence, je ne sais pas si tu partages ça, c'est que avec l'arrivée de Donald Trump, il n'y a que le vernis de l'impérialisme américain qui tombe. C'est tout. Tu l'as mentionné, qu'il s'agisse effectivement, moi je prends par exemple, prenons Obama. Voilà, Obama et la Libye. Obama et la Libye, et il a aussi eu le prix Nobel, Obama. Et ce qui est dangereux par rapport à cet impérialisme, c'est que, à travers ces instruments qu'il a et une novlangue qui envahit, qui matraque du matin au soir les populations du monde entier autour de cette notion de droit humain et de droit de l'homme, on peine, et en même temps, ça veut dire en invisibilisant tous ceux qui veulent accéder uniquement à leur indépendance, leur souveraineté, en les déshumanisant et surtout en diabolisant au maximum pour faire accepter dans un pays comme la France, dont je suis surprise, que dans un pays comme la France, chez nous, vous savez, le massacre de milliers, de dizaines de milliers d'enfants, on ne sort plus dans la rue. On n'entend plus. Quand on entend les chaînes même publiques, et c'est là où ça devient dangereux, on n'aura plus besoin de CNews, de Bolloré, de tout ça. Sur nos chaînes publiques, Maduro est un dictateur. Donc on oublie le fait qu'effectivement, un territoire, il y a une souveraineté nationale, on attaque un territoire, on enlève son président. Si demain on nous enlève Macron, alors peut-être que ce serait bien, je ne sais pas quelle serait notre réaction. Mais si on vient nous enlever Macron, je ne sais pas quelle réaction nous aurions. Généralement, on considérait que ça serait peut-être bien si on nous avait enlevé par exemple Sarkozy. Hein, peut-être demain, oui. Mais ça veut dire qu'on accepte, on acquiesce. Donc il y a cette domination qui est rentrée idéologiquement dans tout, je dirais, comment dirais-je,
cherche le mot, dans tous les exercices de notre société. On le voit partout. Et donc, je pense, Maurice, que la violence subie par les peuples d'Amérique latine, par les États-Unis, autant que la violence subie par d'autres peuples de par le monde, relève d'une logique, la supériorité, et c'est dangereux. Et là, quand on parle de fascisme, on y est. Ce qu'on dirait, ce que l'Allemagne hitlérienne aurait appelé les Untermenschen. On ne compte pas. 40 000 Palestiniens, 60 000 Palestiniens, 70 000 Palestiniens, ça ne compte pas. Mais quand il y a des soldats israéliens, on les a assassinés, mais ils y sont trois. Donc on rentre dans... Et c'est terrible parce qu'on est en train de mettre, si vous voulez, dans cette société qui se dit, chez nous maintenant, on est gréco-romain, judéo-chrétien. Voilà. Ça devient le monde civilisé. Le reste du monde, c'est les sauvages. Et les sauvages, il faudrait effectivement, on a le droit de les contenir. On a le droit de les attaquer parce qu'il faudra les civiliser, il faudra les soumettre à notre volonté. Ça, c'est la logique dangereuse qui domine dans le monde. Je ne sais pas si vous le partagez, mais je pense par exemple, à l'heure où nous parlons, il se peut que dans 24 heures, dans 48 heures, une république horrible de la République islamique d'Iran soit attaquée. Allons-nous pour autant défendre cette attaque? C'est la question qui nous est posée. C'est là le jeu pervers auquel, effectivement, l'ensemble de nos canaux d'information, presse écrite, audiovisuelle, etc., maintenant on a les réseaux et compagnie, nous entraîne. Et c'est tellement monstrueux, et à travers ces mêmes USA, même par rapport à l'Iran, même par rapport à cette république théocratique horrible et ignoble, même par rapport à ça, il y a effectivement des fabriques, parce que derrière, il y a cette volonté pour les États-Unis de reprendre la place qu'ils ont perdue en 1979, par exemple, en Iran, de reprendre cette place et de s'installer, peu importe la liberté. Je terminerai seulement sur un point, c'est que 1900, pour en terminer avec l'Iran, en 1951, quand Mohammad Zadar, qui était président, premier ministre, pardon, en Iran, nationalise le pétrole, c'est le premier à nationaliser dans cette partie du monde une ressource naturelle. 1953, la CIA, la MI6 britannique, à l'aide d'ailleurs de deux ayatollahs, parce qu'il faudrait quand même les noter, les nommer Kashani, l'ayatollah Behbahani, provoque la chute de Mossadegh. L'opération Ajax en Iran a été un terrain extraordinaire pour pouvoir par la suite mener d'autres opérations en Amérique latine et en Amérique centrale. Voilà. Moi, je vais passer la parole. Alors, je vais poser une question, que ça va nous permettre de répondre. Vous avez très bien compris que Leïla est originaire d'Iran. Oh non, je ne suis pas très préoccupée par la situation dans ce pays. Non, mais je suis chargée effectivement du Proche et Moyen-Orient au niveau du secteur international du Parti communiste. Donc, cette partie, effectivement, m'importe. On est d'accord. Ouais. Ce que je voulais dire, non, alors moi j'ai envie de poser une question. Comment on peut, face évidemment à ce rouleau compresseur énorme qui redéferle sur le monde, est-ce qu'il y a des perspectives, je dirais, de construire une alternative et, je dirais, en plus de la manifestation de notre tristesse et de notre colère à l'égard de tout ce qui peut se commettre en Amérique latine, mais aussi ailleurs, puisqu'on parle aujourd'hui de coloniser le Groenland, on parle de coloniser, excusez du peu, le Canada, etc., etc., et le Panama. Mais je ne vais pas toutes les citer. Mais en clair, est-ce qu'il est possible de s'opposer à cette nouvelle vague de colonisation qui est en train, évidemment, de déferler sur le monde, toujours pareil,
à partir de l'Occident, entre guillemets, bien entendu, et comment on peut imaginer effectivement une alternative. Alors, j'ai évidemment pas la réponse à la question, mais merci de l'avoir posée. Non, alors, on est tous confrontés au même problème. Deux, trois trucs comme ça, hein, qui n'engagent que moi. Alors, parlons des latino-américains, puisque moi, c'est la partie du monde sur laquelle je travaille. Ce n'est pas la seule qui m'intéresse, mais c'est celle sur laquelle je travaille. Je dirais d'abord que les latino-américains doivent en priorité compter sur les latino-américains. N'attendez pas trop de l'Union européenne qu'elle se réveille. On est évidemment dans le creux de la vague. Alors déjà, normalement, lorsque je parle de l'Amérique latine, quel que soit l'endroit où j'en parle, je commence toujours par deux, trois affirmations, que donc je vais répéter ici, c'est bien pour moi un rite. Un, Nicolas Maduro n'est pas un narcotrafiquant. Deux, Nicolas Maduro n'est pas un dictateur. Trois, Nicolas Maduro n'est pas un président déchu, mais un président qui a été pris en otage par les États-Unis et par un gouvernement littéralement mafieux. Parce que prendre un otage pour s'emparer d'un territoire, ce sont des procédés qui relèvent de la mafia. Quels sont les espoirs et les perspectives? Je vais aller très très vite. Au Venezuela, il n'y a pas que le versant tragique de ce que nous voyons aujourd'hui, l'enlèvement d'un président, un pays qui pour le moment est mis en coupe réglée. Il y a aussi toute une dynamique interne qui fait que les Vénézuéliens n'ont pas baissé les bras. Il y a en particulier, Gloria pourra en parler aussi bien que moi, peut-être qu'elle reviendra dessus tout à l'heure, il y a une expérience au Venezuela qui est une expérience quasiment unique en Amérique latine et peut-être même au-delà, mais là je suis prudent, qui est la création d'autogouvernement populaire. Vous avez 49 000 conseils communaux au Venezuela, vous avez 5 300 communes qui sont un processus de participation collective et populaire sans commune mesure avec ce qu'on peut voir ailleurs, dans lequel, en participation avec l'État, les populations s'organisent. En train de chercher la formulation que je pourrais avoir, tu diras ça mieux que moi tout à l'heure. Tu avais l'intention d'en parler? Non, mais je peux en parler. Bon, ben alors, ok. Alors, tant que je laisse ça à Gloria, parce qu'elle a sait s'exprimer devant un micro. Mais bref, en l'occurrence, je veux dire, les Vénézuéliens n'ont pas baissé les bras. Ils sont dans le creux de la vague, mais souvenez-vous que dans les années 90, quand on s'intéressait à l'Amérique latine, on était aussi dans le creux de la vague. Le néolibéralisme avait vaincu partout. Il y avait des mouvements de gauche qui patinaient, qui n'arrivaient pas à s'exprimer, et puis d'un seul coup, il y a eu une embellie. Et donc, il n'est pas, évidemment, non seulement il n'est pas à écarter, mais c'est même prévisible, il va y avoir une embellie. Le Venezuela, en ce moment, fait le dos rond. Peut-être que vous allez voir. Alors, première chose, sur le Venezuela précisément, soyez très prudents avec tout ce que vous allez lire et entendre. Et ne considérez pas une nouvelle comme sûre tant que 2 ou 3 jours après, elle n'a pas été démentie. Je prends un exemple concret. On a vu passer il y a 2 ou 3 jours une nouvelle sur le Venezuela maintenant vend du pétrole à Israël. Et évidemment, du point de vue de la gauche, c'est dévastateur. Pour Delcy Rodriguez, qui a pris courageusement le relais de Nicolas Maduro. En réalité, c'est faux. Le Venezuela recommence à vendre du pétrole aux États-Unis, ce qu'il faisait d'ailleurs auparavant, à l'époque de Hugo Chavez, avant Hugo Chavez, sous Nicolas Maduro, et ce sont uniquement les sanctions des États-Unis qui ont interrompu ce flux. Et la PDVSA, la compagnie pétrolière nationale, n'a pas vendu du pétrole à Israël, elle a vendu du pétrole aux États-Unis, et puis aux États-Unis, c'est reparti vers Israël. Donc, beaucoup de prudence sur tout ce qui va circuler sur le Venezuela. Mais en tout état de cause, les Vénézuéliens n'ont pas baissé les bras. Alors, la question qui se pose, c'est effectivement sur qui est-ce qu'ils peuvent compter. Et là, je ne veux pas plomber la journée, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. La situation aujourd'hui est particulièrement compliquée pour tout le monde, d'ailleurs, même pour nous, dans un autre registre, même si on n'est pas agressé par les États-Unis. Enfin, on n'est pas agressé, ça va venir. Mais motif raisonnable d'espoir, en tout cas dans ce qu'on peut se projeter. Il n'est pas impossible non plus qu'aux États-Unis même, un mouvement se dessine parce que Trump devient dangereux, y compris pour la société états-unienne.
Alors, je ne vais pas utiliser l'expression je rebondis, que je déteste. Mais alors, les Américains, États-Uniens, vous avez raison. Et, non, 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 mais c'est bien, il faut le rappeler à chaque fois pour ceux qui. Ah, mais c'est vrai, un Péruvien, un Chilien, un Guatémaltèque sont des Américains. Donc, l'utilisation du mot américain, après, moi, j'appartiens à la génération des cow-boys et des Indiens. Enfin, voilà. Même en faisant un effort de temps en temps, et à l'écrit, pour pas avoir des répétitions, c'est un coup les Américains, un coup les États-Uniens, un coup les Gringos, un coup les Yankees, et un coup c'est putain d'Américains. Ouais, bon. Mais donc, non, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il n'est pas impossible qu'aux États-Unis, ça bouge. Il y a des élections de mi-terme bientôt. Il y a Trump, il est là pour 4 ans normalement, s'il ne fait pas un coup d'État, s'il ne peut pas un deuxième coup d'État. Donc, en l'occurrence, pour des sociétés comme la société vénézuélienne ou pour Cuba, on n'a pas parlé de cas de Cuba, il faut tenir. Faut tenir. D'ailleurs, on n'a pas Trump, a priori, jusqu'à la fin du 21e siècle. Pour ça. Deuxième sujet de préoccupation, c'est évidemment c'est Cuba. C'est encore plus difficile que pour le Venezuela. Le Venezuela est un pays riche, le Venezuela n'est pas une île. Le Venezuela peut arriver à survivre. Pour Cuba, là, pour le coup, il faudra une mobilisation générale. Alors bon, vous êtes là, donc ce n'est pas à vous qu'on va reprocher de ne pas vous mobiliser. Euh, mais là, et on retombe sur les problématiques qui ont été évoquées, c'est-à-dire l'appareil médiatique, c'est-à-dire la manière dont l'opinion publique est formatée, la manière dont les gauches ont été et se sont désarmées. Mais et d'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, je veux dire, une manifestation, c'est Cuba et le Venezuela. Ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est une erreur d'avoir des manifestations pour Cuba ou des manifestations pour le Venezuela. C'est les deux là. Euh, Cuba, sans le pétrole vénézuélien, heureusement, il y a encore une présidente en exercice, la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, qui fait honneur à son pays. On peut se poser la question, alors la Russie c'est loin, hein, mais la Russie a annoncé qu'elle avait envoyé du pétrole à Cuba, peut-être, tant mieux, c'est loin. Il y a un pays, de mon point de vue, je vais lancer une petite critique un peu vache, j'espère qu'il n'y a pas de Brésiliens dans la salle, c'est vous là. Le Brésil est un pays pétrolier. Je me pose la question, pourquoi est-ce que le Brésil n'est pas encore intervenu en disant on va envoyer un pétrolier à Cuba? Et même en imaginant que les États-Unis l'interceptent, hein, les États-Unis ont déjà intercepté 6 pétroliers, dont un pétrolier russe. Ça créerait un événement international dans la mesure où Lula bénéficie d'une aura dans l'ensemble de la communauté internationale qui sans doute ferait réagir. Voilà, alors c'est vrai que d'un certain côté, Cuba, le Venezuela sont isolés. Ils ne sont pas les seuls à être agressés, hein, mais là, évidemment, moi, je suis dans mon secteur d'activité. Euh, il y a un réveil de. Alors, je n'aime pas la société civile, ça ne veut rien dire. La société civile, c'est le patron des patrons et c'est un syndicaliste. Les intérêts de classe sont pas les mêmes. Euh, nous sommes, nous, confrontés. Les gauches françaises, européennes ont été désarmées, ou se sont désarmées. Alors, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Euh, et là, tant qu'on n'aura pas un sursaut, étant entendu, par exemple, si je prends le cas du Venezuela, mais même de Cuba, là, ce sont devenus des objets de politique intérieure. Il y a le parti qui va défendre le Venezuela aujourd'hui, tout le monde va lui tomber dessus. Alors, ça a été le cas pour la France insoumise. Le PC et Cuba, c'est une longue histoire, donc c'est moins sensible. Mais encore, en imaginant que demain, il y a une grosse campagne pour défendre Cuba, et vous défendez une dictature, vous défendez un parti unique, et du coup, les gauches se sont paralysées, se sont tues, se taisent, ont beaucoup de mal. Alors si, il y a Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé pour la libération de Nicolas Maduro, Fabien Roussel aussi, le PC se prononce pour Cuba, mais on fait ça quand même en mode discret. Voilà. Et là, je termine sur une intervention qui est complètement personnelle, et là encore, ça n'engage que moi, hein. La gauche n'a pas intérêt à être discrète. La gauche a intérêt à défendre ses valeurs, quitte à être attaquée, mais au moins pour être rejointe par ceux qui se rendent compte qu'on demeure attaché à nos valeurs. Ouais. Information.
vous êtes un connaisseur du Venezuela. Je ne voudrais pas utiliser le terme d'expert qui est vraiment dévoyé de nos jours dans la presse française. Mais quelle information contradictoire vous donneriez à ceux qui ont entendu dire que, effectivement, le pétrole vénézuélien était une ressource essentielle de l'avenir de ce pays. Mais combien ce pétrole vénézuélien semblait, selon les dires de certains, en totale décomposition et avoir été géré aussi mal que possible, ce qui fait qu'on n'en sortait plus le bénéfice attendu de cette manne pétrolifère. Et surtout, que ce faible bénéfice de cette manne pétrolifère, parce que, semble-t-il, d'après ce que je sais, qui peut être véhiculé comme information, beaucoup de puits de pétrole sont aujourd'hui totalement inutilisables du fait qu'ils n'ont pas été maintenus en état. Et donc, même le peuple ne profite plus de cette manne pétrolifère et que le peuple vénézuélien souffre de l'absence de ces ressources. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information contradictoire à ce genre d'information? Alors, Moi, Gloria développera beaucoup tout à l'heure sur cette question-là, mais tu peux y aller. Non, mais Gloria, tu as envie de répondre? Vas-y. Non, mais moi, je vais pas Non, mais parler de Venezuela. Mais je voulais par contre te poser une question pour rejoindre la question dessus. Ouais. 3 janvier, 36 ans après l'intervention militaire au Panama, qui a fait plusieurs milliers de morts, je ne sais toujours pas combien il y a eu de morts dans cette intervention au Panama, les États-Unis interviennent militairement au Venezuela. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé et nous dire un peu quel est l'impact sur le Venezuela? Ça va rejoindre la question de dessus. Alors, je vais prendre dans l'ordre. D'abord la vôtre, et puis celle de Gloria. Au final, que Gloria, elle peut répondre aux deux questions. Elle me pose des questions, c'est juste pour me faire plaisir. C'est toi la vedette aujourd'hui. Alors, le pétrole. Venezuela est un pays producteur de pétrole, les plus grosses réserves de pétrole au monde, vous connaissez tous la chanson. Parce que ce n'est pas une chanson, d'ailleurs, c'est une réalité. Il y a un élément qu'il faut vraiment prendre en compte. Ma doctrine de Monroe, là, tout à l'heure, qui ouvre un boulevard à ce qui vient de se passer. C'est Barack Obama. En mars 2015, lorsqu'il signe un décret faisant du Venezuela une menace exceptionnelle et inusuelle pour la sécurité nationale des États-Unis. C'est lui qui ouvre la voie à ce qui s'est passé le 3 janvier dernier. À partir de 2016, le Venezuela est un pays qui va être sanctionné. Alors, petite parenthèse, le mot sanction n'est pas correct, pas plus que le mot américain est correct pour les États-Unis. Il ne s'agit pas de sanctions, il s'agit de mesures coercitives unilatérales. Pour imposer des sanctions, vous devez avoir une autorité morale. Les États-Unis n'ont aucune autorité morale pour imposer des sanctions à qui que ce soit. Premier point. Donc, ce sont des mesures coercitives unilatérales, mais comme c'est un peu long à dire, je ne vais pas répéter ça à chaque fois, donc de temps en temps, j'utiliserai le mot sanction, comme de temps en temps, j'utilise le mot américain. Sanction, ça veut dire quoi? Ça veut dire blocus pour empêcher le Venezuela de vendre son pétrole. Que se passe-t-il au Venezuela à ce moment-là? Vous avez deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que le Venezuela est un pays qui produit un pétrole lourd. Et que donc, par exemple, pour le transformer en essence, il a besoin d'importer des diluants. L'importation des diluants s'arrête. Il n'y a plus d'essence au Venezuela. Mes confrères, mes chers confrères, s'emparent de la chose en disant « Regardez le Venezuela, c'est un pays qui produit des pétroles et qui n'a même pas d'essence. » Maduro est nul. Comme il n'y a plus d'essence, vous avez des secteurs entiers, comme le secteur des transports, qui commencent à avoir des difficultés. Vous avez le secteur agricole, dans lequel les tracteurs ne peuvent plus fonctionner. Vous avez donc un effondrement de la production agricole. Et regardez Maduro, il mène son pays à la catastrophe. Deuxième phénomène, le Venezuela ne peut plus exporter son pétrole. Il exporte sur les marges, avec ce qu'on appelle le phénomène des vaisseaux fantômes, en faisant une réduction sur les prix, parce que c'est un petit trafic. Et donc, effectivement, la production passe
au Venezuela de 3 millions de barils par jour à 300 000 barils par jour. Le Venezuela perd entre 2016 et 2023 228 milliards de dollars du budget de l'État qui s'effondre. Tout le système pétrolier vénézuélien, depuis la fin du 19e siècle, est bâti sur de la technologie des États-Unis, états-unienne. D'un seul coup, la frontière est fermée. Il n'y a plus de pièces de rechange, il n'y a plus de maintenance, il n'y a plus rien qui permet d'entretenir les raffineries. Les raffineries commencent à se détériorer. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les raffineries se détériorent. Et donc, effectivement, on arrive au phénomène que vous avez décrit. L'industrie pétrolière peine, l'industrie pétrolière ne produit plus, y compris ce qu'elle produit, elle ne peut plus l'exporter, donc elle le stocke. En ce moment, par exemple, le pétrole qui part vers les États-Unis, c'est du pétrole qui a été stocké sur terre, sur mer. Et donc, il y a eu effectivement un effondrement à la fois de l'industrie pétrolière, de l'économie vénézuélienne, avec des conséquences normales, une migration massive de Vénézuéliens qui partent. Et là encore, le discours médiatique va reprendre tout ça en vous disant c'est la gestion de Maduro. Là-dessus s'ajoute une déstabilisation permanente. Il ne faut pas dire, quand je vous ai dit tout à l'heure, Maduro n'est pas un dictateur. Le discours à 95% de ce que vous pouvez entendre, c'est on ne peut pas approuver l'action de Donald Trump, mais enfin quand même, on ne va pas défendre Maduro. Hein, vous connaissez par cœur. On n'entend que ça. Maduro n'est pas un dictateur. Maduro est le président d'un pays qui est agressé depuis qu'il a été élu. Maduro a été victime d'une tentative d'assassinat par drone, le 4 août 2018. Une tentative d'invasion mercenaire en 2020 venant de Colombie. Une déstabilisation permanente. D'une opposition qui a mené des violences insurrectionnelles qui ont donné lieu à la répression. Oui, il y a des prisonniers pour des raisons politiques au Venezuela. Bien sûr. Bien sûr. Et dans les prisonniers pour des raisons politiques, il peut y avoir des injustices, il peut y avoir des bavures. Le Venezuela, c'est un pays comme les autres. Quand on vous dit la torture au Venezuela, il n'y a pas de torture institutionnelle au Venezuela. Quand je veux dire, vous connaissez les sociétés humaines, dans n'importe quel corps de police, que ce soit en France, au Venezuela, en Chine ou n'importe où, vous avez des psychopathes, vous avez des connards, excusez-moi d'employer l'expression, et vous avez des types capables de torturer. Mais ce n'est pas un système qui a été mis en place par le pouvoir. Et ce n'est pas un système généralisé, sauf qu'à partir de quelques cas réels, les médias vont créer l'imaginaire de le Venezuela est un pays où on torture. Le Venezuela est un pays où on réprime. Et le Venezuela, ce n'est pas la Suisse. Le Venezuela, ce n'est pas la Suisse. Lorsque vous avez pendant 10 ans une tentative de déstabilisation, de renversement du président élu, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la gestion soit la même qu'en Suisse, qu'en Belgique ou qu'en France. Si je prends par exemple ce qu'on a appelé les guarimbas, le phénomène des guarimbas, ça a été les violences insurrectionnelles en 2014 et 2017. Vous avez eu en 2014 45 morts, vous avez eu en 2017 125 morts. Mais dans ces victimes, vous avez un nombre conséquent de policiers assassinés par balle, pas les gilets jaunes, assassinés par balle. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas imaginer qu'il n'y a pas de répression. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il n'y a pas des gens qui vont pas arrêter. Vous avez par exemple un criminel qui en ce moment est réfugié en Espagne, qui refuse de l'extrader au Venezuela. Ce criminel a chopé un jeune noir, et parce qu'il était noir, c'était un chaviste, et parce que c'était un chaviste, il a été brûlé vif. Le Venezuela demande à ce qu'il soit livré à la justice vénézuélienne, et l'Espagne refuse de l'extrader. Alors pareil, parce qu'au Venezuela, on torture, parce qu'au Venezuela, c'est une dictature, parce qu'au Venezuela. Non, je veux dire, le Venezuela se défend, et un pays en guerre n'est pas un pays, excusez-moi, un pays en guerre n'est pas un pays en paix. Ben, oui, en gros, c'était quoi la question? 3 janvier, Ah, 3 janvier. 36 ans après, Merci. qu'est-ce que ça veut dire et quel est l'impact d'abord sur le Venezuela, sur l'Amérique latine, j'en parlerai pas. Tu m'arrêtes. Bah, l'impact sur le Venezuela, vous imaginez. Alors, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Donc, les Vénézuéliens savaient, vous aviez depuis le mois d'août une flotte. Je veux dire, le tiers de la flotte maritime des États-Unis face aux côtes du Venezuela, vous imaginez.
le plus gros porte-avions du monde, un sous-marin à propulsion nucléaire, 8 destroyers, les chasseurs à Porto Rico, depuis le mois d'août. Alors, depuis le mois d'août, sous prétexte de lutte contre le narcotrafic, cette force énorme, je veux dire, a détruit une trentaine d'embarcations, a fait 130 morts, ce que l'ONU a qualifié d'exécution extrajudiciaire. Mais pour n'importe qui d'un coup sensé, ça n'avait aucun sens. En fait, pendant 4 mois, entre août et décembre, la flotte américaine et états-unienne a fait du travail de repérage, a fait du travail d'espionnage, de manière à préparer l'intervention du 3 janvier. 3 janvier, on a quelque chose, peut-être, non, dans ma mémoire, on n'a pas vu ça. Une opération très ponctuelle, donc sur ce qu'on sait aujourd'hui, là encore, on va être prudent, mais sur les informations qu'on peut avoir, la flotte paralyse les radars chinois. Hein, il y avait une attaque une cyberattaque qui va paralyser les radars chinois, les missiles russes, et puis intervention extrêmement rapide, donc a bénéficié effectivement, vraisemblablement, enfin, pas vraisemblablement, d'une manière sûre, de renseignements internes. Donc il y a eu une ou des trahisons, mais je vous rappelle qu'en avril 2002, lorsque Hugo Chavez a été renversé par un coup d'État qui a duré 48 heures, il a aussi été trahi. Hein. Je me souviens de l'avoir vu 10 jours, j'étais assisté à un allo président, et 10 jours avant le coup d'État, Chavez riait en disant on prétend qu'il va y avoir un coup d'État, mais je connais l'armée comme la paume de ma main et c'est impossible. Et puis 10 jours après, il était trahi par des généraux qui étaient proches de lui. Donc la trahison, ça existe autant que souvenez-vous. Souvenez-vous, Pamela Bondi, dont vous parliez tout à l'heure, a mis la tête à prix de Nicolas Maduro, 50 millions de dollars. C'est le Far West, hein. Avec 50 millions de dollars sur la table, évidemment, vous provoquez des trahisons. Mais pour le coup, ça ne veut pas dire, par exemple, une des thèses qui circulent, que Delcy Rodriguez et son frère Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale, ont trahi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y avait des trahisons ponctuelles qui ont permis de choper Maduro. C'est une opération
T'inquiète pas. Et Non, donc, non. et donc le délégué latino-américain, je ne sais plus quelle nationalité, il dit, camarades, nous devons tous faire la révolution comme Cuba. Et Fidel Castro l'arrête. Fidel Castro lui dit non, non, camarade. Nous n'avons pas fait la révolution que nous voulions faire. Nous avons fait la révolution qui nous a été imposée par les conditions qu'on nous a mis. Pour le Venezuela, en ce moment, c'est ça. Voilà, il faut résister et il faut tenir. Bah ouais. On passe au deuxième débat. Bah, allez-y, hein. Pour les questions. On prend 5 minutes de respiration. Ouais. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ouais, Non, ouais. là, ça vous va, 5 minutes de respiration? Alors, on recommence, oui, dans 5 minutes. Par rapport à. On va passer. Non,